Donc, je remercie aussi Stéphane Malat, qui occupe au collège la chaire de sciences des données, d'avoir accepté de se risquer en jouant le jeu collégial qui est censé être celui de notre maison dans notre assemblée de ce matin. Donc, depuis 2008, Stéphane Malat étudie les propriétés mathématiques des algorithmes d'apprentissage et des réseaux de neurones profonds pour des données incluant un grand nombre de variables. Et je vous renvoie à sa leçon inaugurale pour avoir une idée, parce qu'elle est remarquablement pédagogique. Vous savez, lorsque nous assistons aux leçons inaugurales, lorsque c'est celle des mathématiciens, je m'apprête à avoir les yeux vitreux au bout de 3 phrases. Et là, grâce au talent pédagogique de Stéphane, j'avais réussi à suivre cette leçon. Donc, nous avons eu plusieurs conversations privées au sujet. Stéphane, tu étais un peu hésitant à venir ici. Bon, finalement, tu as sauté le pas. Donc, maintenant, tu n'as plus le choix. Donc, tu as la parole pendant une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire, je trouve que c'est une idée formidable d'organiser ce colloque parce que, effectivement, je pense qu'il va y avoir un impact très fondamental notamment de l'intelligence artificielle sur l'organisation du travail, que ce sont des questions qui sont importantes, angoissantes. Et ce sont d'une certaine manière, je pense, des questions sur lesquelles on ne peut pas complètement se rassurer en se disant que finalement, ces technologies vont avoir des limites fondamentales qui font que très naturellement, l'homme va trouver sa place au travail à côté des machines. Et ces limites fondamentales, il y en a auxquelles on peut penser immédiatement, par exemple l'incapacité supposée des machines à être créatives ou l'incapacité des machines à engager une relation interpersonnelle et donc pouvoir être présentes dans certains domaines du service à la personne, etc. Donc, la question, c'est finalement quelles sont les limites. Évidemment, donc Giuseppe en a parlé, c'est très difficile de faire ce type de prédiction et je vais d'une certaine manière insister sur le fait que on ne peut pas maintenant dire dans quel domaine ces machines ne seront pas capables de rentrer. Et plutôt qu'essayer de faire de la prédiction aujourd'hui, ce que je voudrais essayer de faire, c'est faire une sorte d'état de l'art, expliquer quelles sont ces technologies, les problèmes devant lesquels on se trouve, et certaines choses qui ne sont en fait pas des problèmes. D'abord, il y a une chose importante qu'il faut réaliser, c'est que l'apparition de l'intelligence artificielle telle qu'elle est actuellement et ses performances est une surprise totale. Il y a environ 10 ans, moi-même et la plupart de mes collègues n'imaginaient pas une seconde que dans 10 ans, il y aurait des machines qui reconnaîtraient les visages mieux que des êtres humains, qui auraient des voitures autonomes qui seraient capables de segmenter le paysage, prédire, détecter des enfants qui traverseraient la rue, etc., et qui fonctionneraient, qui seraient capables de faire de la reconnaissance de langage, de la traduction de texte avec la qualité telle qu'on l'a, etc., etc. Donc, ça a été déjà une surprise et ça montre déjà notre incapacité à faire de la prédiction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu 2 éléments évidemment fondamentaux. D'un côté, l'élément technologique, des ordinateurs qui vont beaucoup plus vite, et surtout une accumulation de masse de données. Mais comme Giuseppe l'a mentionné, il y a un autre aspect qui a été une sorte de changement de paradigme, qui a été le passage de ce paradigme cognitif où on voyait essentiellement l'intelligence artificielle sous forme symbolique dominée par la logique, à un passage qui est plus de l'ordre de la géométrie, où finalement ce qui joue un rôle complètement fondamental, ce sont les données, où l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, est devenue de l'apprentissage statistique. Et donc ce que je voudrais faire, c'est m'attarder un petit peu sur qu'est-ce que c'est que cet apprentissage statistique et quelles sont ses limitations pour pouvoir ensuite envisager cet impact sur le travail. Donc l'idée de l'apprentissage statistique, c'est que les machines, effectivement, fonctionnent avec des algorithmes, mais un peu comme des enfants, vont apprendre à partir des exemples. Ça veut dire quoi ? Un algorithme, c'est une séquence d'instructions, mais la particularité de ces algorithmes, c'est qu'ils ont un nombre absolument énorme de paramètres qui ne sont pas fixés à l'avance. Et ces paramètres
vont être fixés lors de la phase d'apprentissage, où vous avez des exemples. Imaginez par exemple que vous vouliez reconnaître un animal dans une image. Mais on va vous donner des millions d'images sur lesquelles on va vous dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un cheval, ça c'est un chat, un chien, etc. Et donc qu'est-ce que la machine va faire à travers effectivement une procédure d'optimisation? Elle va essayer d'optimiser tous les paramètres internes de façon à ne pas faire d'erreur sur les exemples qu'elle connaît. Alors évidemment, ça n'a aucun intérêt, sauf si la machine est capable de généraliser. Généraliser, ça veut dire être capable, sur une nouvelle image qu'elle n'a jamais vue, de trouver le nom d'animal. Et alors, pourquoi est-ce que c'est possible de généraliser? Parce qu'en sous-jacent, le phénomène a une forme de régularité. C'est un peu comme on fait, si jamais je veux par exemple connaître la température de cette pièce à chaque instant, je n'ai pas besoin de la mesurer à chaque instant. Je peux la mesurer, disons, toutes les heures, et si je veux la connaître à 3h30, je connais la température à 3h et à 4h, je fais une moyenne parce que l'évolution de la température a priori est régulière. C'est le même phénomène. Vous avez des phénomènes qui ont une forme de régularité. La grosse différence, c'est qu'on ne mesure pas une variable, la donnée, ce n'est pas une variable, mais une image, c'est 1 million de variables, 1 million de pixels. Donc énormément de variables. Et ce qu'il faut, c'est comprendre la régularité de ces variables dans des espaces de très grande dimension et de comprendre en quoi deux images vont être similaires. La grande surprise, c'est que effectivement, Giuseppe l'a aussi mentionné, ces réseaux de neurones sont capables, d'une certaine manière, de capturer ces régularités et donc de généraliser remarquablement bien. Et on est actuellement dans une phase essentiellement empirique, où vous avez des algorithmes qui sont développés, qui marchent très bien, mais on comprend très mal les mathématiques sous-jacentes, et donc on a beaucoup de mal à expliquer comment ces phénomènes fonctionnent. Alors, quels sont les succès? Les premiers succès, vous les avez tous vus, à commencer par votre téléphone portable qui reconnaît votre visage, qui reconnaît votre voix, qui est capable de répondre à certaines questions, le transport, voiture autonome, etc. Mais il y a d'autres domaines qui ont été un peu plus surprenants. Par exemple, j'ai parlé de créativité. Dans l'imaginaire de chacun, ces machines, évidemment, n'ont aucune créativité. Et lorsqu'on pense au jeu d'échecs, l'algorithme Big Blue de IBM, c'était des explorations systématiques de très grande envergure. Vous aviez des programmes qui jouaient très bien, mais de façon très classique, sans aucune créativité. Or, une fois que vous avez des données complètement externes et que l'algorithme inclut des éléments aléatoires à l'intérieur, comme c'est fait actuellement, l'algorithme, maintenant, peut découvrir des nouvelles stratégies. Et c'est ce à quoi on a assisté récemment, le fait que les échecs sont véritablement transformés avec des stratégies complètement nouvelles qui sont introduites par ces algorithmes, avec des stratégies de sacrifice qui étaient considérées comme totalement déraisonnables jusqu'à maintenant. Donc, oui, d'une certaine manière, il y a une forme de créativité au sens où les échecs ont été transformés. Et quand vous écoutez des commentaires sur des combats entre deux machines aux échecs, les gens sont émus par le niveau de créativité de ces stratégies qui sont tout à fait surprenants. Un deuxième élément auquel on pourrait penser comme étant une limitation, c'est la relation interpersonnelle. Or, actuellement, vous avez des petits robots qui sont utilisés à l'hôpital. Vous avez en particulier un petit robot pingouin qui est utilisé pour rassurer les gens en situation préopératoire, avec des interfaces certes très limitées, mais finalement, vous n'avez pas besoin que la machine elle-même soit empathique. Vous avez simplement besoin d'une projection, et c'est un peu ce qu'on fait aussi avec nos propres petits animaux. Donc, ce n'est pas clair que ces machines ne puissent pas rentrer non plus dans ce domaine de relations interpersonnelles. Alors, où sont les limitations? Il y a une première limitation qui est très importante, c'est le fait qu'actuellement, cette intelligence artificielle est complètement spécialisée. Vous allez faire de la reconnaissance de langage, de la vision, vous allez faire, par exemple, de la traduction, mais vous n'avez pas ce qu'on appelle cette intelligence artificielle forte qu'ont les humains, et on en est très loin, qui est la capacité de faire des analogies dans des domaines complètement différents. Giuseppe parlait du taureau qu'on projette sur des étoiles. Ça peut être des correspondances entre son, image, toucher, activité motrice, etc. Donc oui, ça c'est une limite importante. Mais
Qu'est-ce qui se passe actuellement? Pour que ces machines apprennent, à cause du fait qu'elles sont très spécialisées, il y a besoin de données très spécialisées. Or, dans l'industrie, très souvent, on n'a pas ces données spécialisées. Donc, qu'est-ce que les gens essayent de faire? Eh bien, ils essayent de mettre précisément en correspondance des données de nature complètement différente. Et donc, on assiste actuellement à de très nombreux programmes de recherche à travers le monde, avec des investissements considérables, justement sur le développement d'une forme d'intelligence artificielle un peu plus forte, où on est capable de mettre en relation des données qui viennent de modèles physiques, qui viennent de mots, qui viennent de toucher, de langage et d'interactions physiques avec les objets. Il y a une très jolie conférence dans mon cours il y a 2 semaines de Joseph Civic qui montrait, à ma grande surprise, je pensais que c'était des choses qui prendraient beaucoup plus de temps, qu'il y a des avancées qui sont déjà assez spectaculaires dans ce domaine. Alors, il y a une autre limitation qui est très importante, qui est très claire dans le cas de l'intelligence humaine, c'est la conscience. Et la conscience a un rôle très important puisque la conscience permet de communiquer l'état du système avec l'extérieur, de faire une forme de contrôle. Or, tous ces systèmes d'intelligence artificielle ont des biais qui proviennent de la nature des données, qui ne reflètent pas forcément le monde de façon tout à fait appropriée. On a de très nombreux exemples en tête. Et donc, il est absolument indispensable de corriger ces biais, mais pour pouvoir corriger ces biais, il faut qu'il y ait une forme d'interaction entre le monde extérieur et la machine, une forme de contrôle. D'une certaine façon, de façon très caricaturale, vous pouvez voir l'apprentissage statistique comme une forme d'intelligence inconsciente. Ces limites, ce sont des limites qui sont à nouveau très importantes pour les algorithmes existants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, vous avez de nombreux programmes de recherche qui sont exactement sur ce sujet. Comment expliquer ce qui se passe à l'intérieur de la machine et avoir une boucle de feedback? Il y a des mathématiques qui sont très complexes. Là encore, Giuseppe a parlé du fait que la nature de cette régularité qui est apprise est complexe, met en jeu des invariants, met en jeu des outils mathématiques qui sont compliqués, mais les choses avancent. Les choses avancent, ça veut dire qu'on peut imaginer que dans un futur, et je serais incapable de dater précisément, il y aura ce type de boucle de feedback, il y aura un certain niveau d'explication qui permettra d'avoir une forme, certes primitive, mais une forme de conscience qui permettra de corriger le système. Un autre élément qui est très important, c'est que l'intelligence artificielle, disons dans sa version plus ancienne, était basée sur la logique et la symbolique. Certes, ça a été laissé de côté, mais c'est un élément très important. Pour être capable de généraliser, pour être capable de faire du transfert de connaissances, il est très important et très utile d'être capable d'établir des liens de causalité, d'être capable de faire de l'inférence comme le cerveau conscient est capable de le faire. Là encore, c'est très important pour l'industrie. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet d'apprendre rapidement avec une quantité de données limitée. Et donc là encore, vous avez beaucoup de recherches qui sont faites actuellement sur l'intégration, la détection de notions de causalité à partir de données, l'intégration d'informations a priori de structures logiques en collaboration avec ces données et ces techniques d'apprentissage artificiel, d'apprentissage statistique. Combien de temps ça mettra pour effectivement être capable de faire cette intégration, je ne sais pas, mais je pense qu'on ne peut pas totalement se rassurer sur le fait que ça ne viendra pas dans les, disons, 50 ans qui sont à venir. Donc pour moi, un des points qui est important, c'est qu'il ne faut pas considérer que la technique sera la limite. Je pense que ce qui doit organiser le travail, l'interaction entre l'homme et la machine de travail, c'est avant tout une politique, avant tout une régulation. Actuellement, les premières questions qui se posent à nous sont les questions d'interface. L'interface entre l'homme et la machine au travail.
Et je pense que ces questions, il faut absolument les aborder en profondeur, et c'est notamment aussi pour ça que je pense que ce colloque est très important. Et on voit déjà poindre les problématiques de régulation. Il y a quelques semaines, vous avez le président de Thales qui a fait un discours demandant un moratoire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des armes, et notamment sur des robots tueurs. La raison pour laquelle un tel moratoire a été demandé, c'est de toute évidence que ce type de technologies sont actuellement développées. Donc, je pense qu'on ne peut pas complètement se rassurer, ces choses-là peuvent être faites, et donc il est absolument indispensable, effectivement, d'aborder le problème sous l'angle de la régulation et sous l'angle de ce que l'on veut, quels sont les domaines dans lesquels on veut que les machines puissent rentrer, et quels sont les domaines dans lesquels on considère qu'il y a une forme de domaine réservé. Le dernière question qui est pour moi très importante et que Giuseppe a aussi abordée est toute la problématique évidemment de concentration de richesse. C'est-à-dire que vous avez actuellement, et notamment à travers les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft si on rajoute le M, on voit déjà une accumulation pas simplement financière, mais de capacité de recherche. C'est-à-dire qu'actuellement, les meilleurs chercheurs sont attirés par des laboratoires dans lesquels ils peuvent travailler dans des conditions qui sont absolument exceptionnelles, avec des salaires formidables, et c'est tout à fait naturel qu'ils y aillent, mais ce qui veut dire que d'une certaine manière, la recherche dans le monde public est véritablement dépeuplée. Par exemple, j'ai essayé de trouver un spécialiste sur le langage naturel, sur Paris, travaillant avec ces algorithmes d'apprentissage de réseaux de neurones. J'en ai pas trouvé de seniors. Les seuls qu'on devait trouver, il y en avait des nombreux, ils étaient dans ces sociétés. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une forme de concentration de capacité de recherche, donc d'acquisition de technologies, d'acquisition de connaissances, et je pense que ce genre de problème doit aussi être discuté parce que ça introduit un déséquilibre, y compris pour comprendre l'impact de ces technologies. Voilà, donc ma conclusion en un mot, c'est que je ne prétends absolument pas que ces techniques n'ont pas de limite, bien au contraire, je dis simplement que c'est très difficile actuellement de les prévoir et que dans le passé, on a été surpris par la vitesse de développement de ces technologies, et je crois qu'on peut anticiper, en tout cas envisager la possibilité que ces technologies continuent à se développer très rapidement et qu'il y ait un impact fondamental sur le marché du travail. Et donc, je suis très content qu'il y ait des spécialistes qui pensent à ces questions et, j'espère, pourront nous éclairer là-dessus. Merci.